Joyeux jour du chou-fleur à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Crost et aujourd'hui on va parler du Club Dial. T'as complètement pété un câble. Pour ceux qui auraient vécu dans une grotte, le Club Dial était une société de vente par correspondance dont on trouvait des publicités à la fin des programmes télé comme Télé Z, Télé Loisirs, Télé Mes Couilles ou encore Télé 7 jours. Le concept était simple. Je vais donc laisser Gilles vous expliquer. Le Club Dial a été créé en 1970, sur le modèle très particulier de la vente à distance. Tous les clients étaient membres du club. Pour adhérer, il suffisait de faire un premier achat à un prix très compétitif grâce à un coupon d'inscription. Le problème, c'est qu'une fois inscrit, le client était piégé comme une mouche. Il fallait qu'il rachète régulièrement un CD. Mais les prix n'étaient plus compétitifs du tout. La vie est une pute. Et si on vous parle du Club Dial aujourd'hui, c'est déjà parce qu'il fallait que ça sorte, mais surtout parce que le film dont on va parler a une intrigue qui repose sur celui-ci. Vraiment ? Non. Mais c'est une sorte de Club Dial du jeu vidéo. Ouais, ça parle quand même de jeux vidéo. Ben bien sûr. Parce que c'est le concept de l'émission en fait. Alors, Brainscan est un film d'horreur américain sorti le 22 avril 1994 aux États-Unis et réalisé par John Flynn. Ah putain, j'adore Robin des Bois. Et non, c'est pas lui, ils ont même pas le même prénom. Le même pré quoi ? Un réalisateur qui commence sa carrière comme apprenti du génial cinéaste Robert Wise, j'en profite d'ailleurs pour vous recommander très vivement les films de ce dernier, qui non content d'avoir été monteur sur Citizen Kane d'Orson Welles, Oh putain, j'adore La Machine à explorer le temps. a une filmographie qui déborde de classiques comme Le jour où la Terre s'arrêta, La Maison du Diable, La canonnière du Yangtze ou encore évidemment West Side Story, un film sur lequel John Flynn a été script. Donc déjà commencer comme apprenti de Robert Wise, ça pèse sévère, mais c'est pas tout. John Flynn est aussi, entre autres, le réalisateur de Rolling Thunder, un thriller sorti en 1977 et aujourd'hui considéré comme un film culte. Il s'agit d'ailleurs d'un des films préférés de Quentin Tarantino qui créa en 1995 une société de production du nom de Rolling Thunder Pictures, en référence au film. La société de production est morte en 1998, seulement 3 ans après sa création, mais a réussi à ressortir d'excellents films comme le génial Chungking Express de Wong Kar-wai, le non moins génial Sonatine de Takeshi Kitano, ou encore une copie hongkongaise du remake 70s de King Kong qui s'appelle The Mighty Peking Man. Donc dans les années 70, John Flynn avait une super réputation, mais qui a très vite décliné dans les années 80 et 90, où il connaît ses premiers échecs critiques et commerciaux, Parce que le temps est un enculé. Bref, Brainscan nous raconte l'histoire de Michael Brower, un teenager interprété par Edward Furlong, un jeune acteur incontournable du début des années 90, qui a commencé par interpréter John Connor dans Terminator 2, Ouais, y a pire comme début de carrière. mais qui a aussi joué dans l'excellent Little Odessa de James Gray et dans American History X. À ce moment-là, Edward Furlong s'était naturellement imposé comme un des acteurs les plus importants de sa génération, et il a même, pour l'anecdote, sorti un album en 1991 qui a cartonné au Japon. Sauf que... le temps est un enculé. Un sacré salopard même, puisqu'à partir du début des années 2000, sa carrière stagne et il se met à enchaîner les projets foireux. Il aurait par exemple dû reprendre le rôle de John Connor dans Terminator 3 avant que le dit rôle soit confié à Nick Stahl. Et il se contente depuis de jouer dans des directs ou DVD fauchés bas de gamme comme The Crow 4 ou encore The Zombie King avec Corey Feldman, un autre enfant star dont la carrière a viré au cauchemar. Il a même joué dans Darfour, un film sur le Darfour réalisé par... Oh mon dieu. Mais ça, on s'en fout parce qu'on est en 1994 et qu'à cette époque-là, Edward Furlong, il avait la classe. Donc Michael est un teenager américain fan de jeux vidéo, d'Alice Cooper et surtout de films d'horreur, ce qui a tendance à énerver ses profs. Pourquoi regardez-vous ces films? Je crois que c'est une manière de s'échapper. Comme, par exemple, fumer de la marijuana pour échapper au monde réel? Ou bien comme regarder des films pornographiques pour avoir une érection et violer des femmes? Exactement! Michael passe le plus clair de son temps cloîtré dans sa chambre à faire des dreambacks sur un accident qui lui a coûté un genou. Comme tous les adolescents, il était perdument amoureux d'une fille qui, par chance, est sa voisine. Et la première séquence du film nous expose la relation qu'il entretient avec elle. Oh, c'est trop mignon, il est tellement amoureux qu'il peut pas s'empêcher de regarder ce qu'elle fait. Oh, il va même chercher son caméscope pour immortaliser le moment. Oh, il attend qu'elle se déshabille pour la filmer. Oh, et puis c'est pas la première fois qu'il fait ça parce qu'il a d'autres images qui se repassent au ralenti. Oh, je vais appeler les flics. Un soir de stalking, il reçoit un coup de fil de Kyle, son meilleur insupportable ami, qui lui annonce la sortie d'un nouveau jeu vidéo du nom de Brainscan. Il club dial la boîte qui fait le jeu pour en commander un, Quand soudain, sa chaise l'électrocute. Bien joué! il reçoit le jeu quelques jours plus tard et décide d'en faire une partie. Le jeu lui explique qu'il va le plonger dans la peau d'un tueur et qu'il dispose d'1 heure pour commettre un meurtre, ce à quoi il répond « Oh, trop cool un meurtre !» Après quelques images de coloscopie, on assiste donc à une séquence de meurtre qui franchement a plutôt de la gueule et que ce chat a l'air d'adorer. Il lui tranche le pied et sort du jeu. Sauf que c'était pas un jeu! Michael se rend compte en effet qu'il a commis un vrai meurtre et qu'il est du coup activement recherché par la police. Il retourne chez lui pour essayer d'en comprendre un peu plus, il relance le jeu. Quand soudain, il y a un démon avec les cheveux rouges qui sort de la télé, qui fait un spectacle de danse, qui explique qu'il déteste la musique country et qui lui ordonne de lancer le 2e CD de Brainscan pour tuer le seul témoin oculaire du meurtre. Ok, tu commences à devenir vraiment très fort à ce jeu. Je m'appelle Trickster.
Michael accepte de buter le témoin, ce qui fait officiellement de lui un connard, et lance le deuxième CD. Il commet donc un deuxième meurtre, mais cette fois-ci il ne s'en souvient pas du tout, parce que c'est un univers où les règles du jeu changent de façon aléatoire. Il apprend que la personne qu'il vient de tuer n'est autre que son ami Kyle, qui d'ailleurs n'était pas un vrai témoin oculaire de quoi que ce soit, c'est juste le trickster qui lui a raconté des conneries. Ce dernier lui demande de jouer au troisième CD, cette fois-ci non pas pour commettre un meurtre, mais juste pour effacer des traces de pas qu'il aurait laissées sur les lieux du crime. Il accepte et... Ouais, attendez. Pourquoi il accepte? Et pourquoi il refuserait? Le méchant vient de lui dire qu'il tuerait personne. Le méchant? Oui. Tu parles du démon vicieux qui lui a déjà menti 2 fois pour le forcer à tuer? Oui. Celui qui vient de lui lacérer la main? Oui. Celui qui mange des poulets crus? Ouais. Ok. Mais pourquoi il a besoin de rejouer au jeu? Bah pour effacer ses traces de pas. T'écoutes rien. Et il peut pas aller les effacer lui-même, il est obligé de passer par le jeu? Ouais. Bah pourquoi? Parce que blablabla. Donc Michael entre encore une fois dans le jeu pour effacer ses traces de pas, mais se fait trahir par le trickster qui appelle les flics. Non. Vous voulez dire que lui, c'est un traître? Je sais que la bif fait pas le moine, mais merde, si on peut plus croire en quelqu'un d'aussi visiblement innocent, ça va être très dur de faire confiance à qui que ce soit dans le futur. Michael se fait donc poursuivre par la police, il réussit à s'échapper, mais sur la route cause accidentellement la mort de 2 policiers. Il rentre chez lui et croise sa voisine. Le trickster lui demande donc de lancer le 4ème CD pour se débarrasser d'elle, il refuse d'abord, évidemment, mais le trickster réussit à le convaincre en lui gueulant dessus avec une caméra. Il se retrouve encore une fois dans le jeu, mais alors qu'il est sur le point d'assassiner l'amour de sa vie, il est pris de remords et refuse de le faire. Oh, c'est trop mignon, il lui épargne la vie. Mais le trickster ne l'entend pas de cette oreille et insiste pour qu'il la bute. Michael refuse encore une fois et lui pose une question que franchement je trouve extrêmement pertinente. Vous êtes qui? Ce à quoi le trickster répond: Je suis toi. Michael étant plutôt déçu de ce retournement de situation cheapos, poignarde le trickster, ce qui visiblement énerve beaucoup les infographistes du film. Les deux entités fusionnent pour donner Dark Furlong, qui est sur le point de poignarder la voisine, quand elle réussit à le convaincre de ne pas le faire en lui disant: Non, me tue pas, moi aussi je suis une tordue, je prends des photos de toi par la fenêtre. Et stop, parce qu'il va y avoir du spoil, mais moi, je reste tranquille. Bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye. Donc Michael et le trickster défusionnent et ils sont rejoints par un flic qui tire sur Michael. Sauf que c'était un jeu. Oui, tout le film n'était en réalité qu'une partie de Brainscan. En vrai, il n'y a pas eu un seul mort, tout va bien, la voisine organise une teuf, il va chez elle, il lui fait sa déclaration et offre le jeu à son prof le lendemain, histoire de le faire souffrir autant qu'il a souffert parce que c'est un gros connard. Et c'est probablement ce qui me pose le plus de problèmes dans ce film. Le personnage de Furlong est une enflure de la pire espèce et pour moi ça détruit tout le reste. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord, ça m'est très désagréable de suivre un personnage sur 1h30 de film pour qui je n'ai aucune sympathie, parce que toutes les péripéties qu'il vit ne me font ni chaud ni froid. Pendant tout le film, j'ai l'impression qu'on me demande d'avoir de la peine pour un mec qui, petit 1, filme sa voisine à poil comme le dernier des dégueulasses, petit 2, accepte d'assassiner un témoin pour sauver son cul, et petit 3, hésite même à buter une fille dont il est fou amoureux. Déjà, ces 3 points-là suffisent à en faire un type détestable, mais en plus de ça, rien dans son comportement quotidien ne vient contrebalancer ça. Il est arrogant, prétentieux, asocial et franchement désagréable avec tous les autres personnages du film. Ce qui fait que pendant tout le film, j'étais pour les flics. Ah, c'est drôle ça. Pourquoi? Parce que t'es un bougnou. Mais surtout, le fait que le protagoniste soit antipathique à ce point donne raison à des personnages qui devraient avoir tort. Vous vous souvenez du professeur qui lui fait comprendre que seul un pervers peut apprécier le cinéma d'horreur? Au début du film, il me faisait penser au proviseur du lycée de Ferris Bueller dans La folle journée de Ferris Bueller de John Hughes, un personnage très à cheval sur l'autorité et la hiérarchie qui refuse que ses élèves puissent prendre du bon temps. Dans La folle journée de Ferris Bueller, on suit 3 adolescents qui sèchent une journée de cours et même si le personnage principal est énervant au départ, parce qu'il paraît égoïste justement, le but du film est de montrer que ce n'est qu'une façade et que ces personnages-là font ce qu'ils font pour de nobles raisons et qui sont dans le fond profondément humains, contrairement au personnage du proviseur qui agit comme un putain de robot vengeur. D'ailleurs, je vous ai déjà recommandé La folle journée de Ferris Bueller dans une autre émission, mais j'en remets volontairement une couche, c'est un immanquable. Mais dans Brainscan, on a l'impression qu'en fait, c'est les robots qui ont raison, parce que jusqu'à la toute fin du film, je trouve que Furlong est effectivement assez pervers et vraiment très désagréable avec tout le monde. Et il y a un truc que je vous ai pas dit sur la dernière scène, quand Michael donne le jeu à son prof. Vous pouvez vous dire que c'est juste une manière inoffensive de se venger, puisqu'après tout c'est juste un jeu. Sauf que quelques scènes avant ça, Kyle explique à Michael que le jeu est vraiment dangereux et qu'il a appris qu'un gosse a été lobotomisé par ce dernier. Il y a un gamin au Texas, il s'est mis devant la cassette et je crois qu'il a eu un anévrisme, carrément. Et même je crois que ses yeux ont explosé. Ce qui signifie que cette séquence où il donne le jeu à son prof est aussi une tentative de meurtre. Donc c'est quoi le message du film? Qu'il faut arrêter de regarder des films d'horreur et de jouer à des jeux vidéo pour pouvoir avoir une vie normale? C'est pas un putain de foutage de gueule d'essayer de nous dire ça dans un film d'horreur? Un film d'horreur que les gens iront voir parce que ça parle de jeux vidéo? Peut-être que je dis le truc à l'envers, auquel cas je m'en excuse sincèrement, mais j'ai vraiment l'impression que le film est assez malveillant avec la pop culture et avec les jeunes. Un autre truc qui fait que j'arrive pas à apprécier le film, c'est qu'il est bourré d'incohérences scénaristiques. Par exemple, pourquoi les règles du jeu changent à chaque fois qu'on y joue? La première fois, il est conscient de ce qu'il fait, mais il est guidé par une voix qui sert de tutoriel. Ça, ok. La deuxième fois, il a pas du tout conscience de ce qu'il fait, ce qui permet au film de justifier le fait qu'il bute son meilleur ami sans s'en rendre compte. Puis la troisième et quatrième fois, il a l'air d'être maître de tous ses mouvements, comme s'il était plus du tout dans le jeu. Ce qui, d'ailleurs, fait qu'il n'a aucun intérêt à utiliser le jeu, puisque ça revient exactement au même. Les 2 premières fois, il se réveille dans son fauteuil, et ensuite, il doit rentrer chez lui à pied sans qu'il n'y ait aucune transition. Je n'y comprends
que dalle. Et y a pas que ça. Par exemple, si on est dans un jeu vidéo de réalité virtuelle tout le temps, comment expliquer les séquences qui ne mettent pas en scène le personnage principal? Si tout ce qui se passe dans sa tête, pourquoi est-ce qu'on assiste à des scènes qui ne le concernent pas du tout? C'est des cinématiques que lui ne voit pas mais nous oui. Et comment on peut expliquer le fait qu'il se fasse électrocuter par le fauteuil avant d'avoir lancé la partie? Le film est bourré de ce genre de trucs qui brisent à plusieurs reprises la suspension consentie de l'incrédulité. Camoulox. La suspension consentie de l'incrédulité est un mécanisme mental qui concerne la fiction. Pour faire simple, dès lors qu'un spectateur ou un lecteur est face à une œuvre de fiction, il fera naturellement l'effort de croire au récit, même si ce dernier est aux antipodes de la réalité qu'il connaît. En échange, on demande au réalisateur de nous plonger dans un univers cohérent et vraisemblable. Pas vrai, pas réel, ni même réaliste, mais juste cohérent et vraisemblable. C'est pour ça que dans un film, on utilise très souvent le premier acte pour poser son univers ou sa diégèse. Un très joli exemple de ça se trouve au début de Star Wars avec le carton qui dit « Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine ». Dès lors qu'on t'a dit qu'on allait te montrer une autre galaxie dans le passé, personne ne peut réagir en disant « Des vaisseaux spatiaux, ça existe même pas ». Personne ne reprochera jamais à un film de ne pas être réaliste ou vrai. Par contre, il est tout à fait légitime de lui reprocher d'être invraisemblable. Il arrive que certains cinéastes jouent avec cette suspension consentie de l'incrédulité, comme c'est le cas dans Fargo, où un carton nous dit que le film est tiré d'une histoire vraie alors que pas du tout, ou encore dans Une nuit en enfer, où un twist de milieu de film redistribue les cartes et crée un autre univers avec d'autres règles pour créer un effet choc. Mais dans Brainscan, c'est le bordel vu que les règles changent à chaque séquence. On passe plus de temps à se poser les questions sur comment le jeu marche plutôt qu'à regarder le film. Et ça me dérange beaucoup. Voilà pourquoi j'aime pas le film. Et ça m'embête d'autant plus que c'est un film que j'aimerais aimer parce qu'il est quand même plein de qualités que j'apprécie beaucoup d'habitude. J'aime bien les idées de départ du film en fait, qui utilisent le jeu vidéo pour questionner notre rapport à l'avatar et notre libre arbitre. J'aime aussi la mise en scène qui est assez sobre et qui a plutôt tendance à économiser les effets visuels numériques, mais surtout, il tient toutes ses promesses en tant que film d'horreur. Malgré le design du gros méchant qui est vous voyez quoi, c'est de la merde. À part ça, le film évite pas mal d'écueils. Il est ni trop gore, ni pas assez. Et il réussit à créer une atmosphère particulière et suffisamment cauchemardesque pour qu'on ait envie d'y rester. Donc je comprends que le film puisse plaire, et c'est vrai qu'il est pas non plus infect à mater. C'est juste dommage d'avoir l'impression que le film rate ce qu'il entreprend, surtout quand on apprécie ce qu'il entreprend. Parce que merde, faire un film qui reprend l'idée du Club Dial avec un mec qui commande un CD et qui se retrouve obligé d'en acheter d'autres en payant le prix fort, c'est quand même la plus géniale des idées à la con du monde. Mais à part ça, ça marche pas. Je suis triste de voir le film échouer, comme je suis triste d'avoir vu le Club Dial s'effondrer dans une terrible liquidation judiciaire en 2010 par le tribunal de Nanterre. Une histoire de fou, une histoire de dingue. On était en 2010, je commande un petit CD d'Alain Chamfort, j'envoie 63 €, et puis là...